Bonjour les amis et bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Et aujourd'hui, je suis à nouveau avec l'ami Clément, l'ami Michael et l'ami Jeff qui nous font la présence, enfin l'honneur de leur présence plutôt. Merci à vous trois d'être là. Comment allez-vous? Eh ben, impeccable, merci, merci à toi. Toujours présent, on va bien, merci à vous. Très bien, le quintet gagnant est là. Bon ben on a fait du gros conventionnel puisque tout le monde a fait son petit bonjour. Donc merci les amis de nous rejoindre, merci de suivre la mécanique de la vie. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super. Pensez à vous abonner, liker et commenter même sur les podcasts parce que mine de rien ça aide au référencement. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver au quotidien, l'annonce des lives, c'est juste surtout pour de l'actu sur le compte Instagram, donc mécanique de la vie tout court. Et sur YouTube où sont les lives et les lives sont annoncés. À l'avance sur YouTube et surtout sur Instagram. Voilà. Donc merci à tous de nous suivre. Et donc quand vous voulez nous contacter également, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient en cours, à privilégier Instagram, c'est l'idéal, comme ça permet d'envoyer des vocaux, c'est beaucoup mieux pour nous. Voilà. Ben nous allons commencer avec la première question. Et je vous rappelle aussi l'objectif des lives. C'est qu'au fil du temps, quand vous consommez le contenu mécanique de la vie, ben, essayez de noter les sujets ou les questions ou les objections que vous pourriez avoir par rapport à l'existant. Et comme ça, c'est des sujets qu'on aborde tous ensemble lors des lives. C'est un peu ça le concept d'évolution de mécanique de la vie. Voilà, les amis. Et on va entamer maintenant avec le premier sujet. Alors, une première question qu'on t'a peut-être déjà posée, mais avec peut-être pas cette nuance. Comment peut-on tirer profit de l'expérience et du passage du temps si on ne peut pas totalement faire confiance à nos sens et à notre ressenti? Alors, est-ce que tu veux bien Bien sûr. me la reposer un deuxième coup? Comment peut-on tirer profit de l'expérience et du passage du temps si on ne peut pas totalement faire confiance à nos sens et à notre ressenti? Ben, le problème, le problème de ça, alors ça, je pense que c'est une question qui est générée dans certaines choses que j'ai déjà énumérées. Le problème des sens, c'est qu'il faut comprendre que ils font partie du monde horizontal d'une certaine manière. C'est-à-dire que ils ne sont pas doués d'esprit. Donc ils ne sont pas doués de malice. L'esprit est doué de malice, les sens beaucoup moins. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui légitime un aveugle si vous avez vu quelque chose que lui n'a pas vu? Donc là, vous commencez à rentrer dans est-ce que ce que je vois existe ou est-ce que ce que je vois n'existe pas? Problème, par exemple, un chien entend des bruits que nous n'entendons pas, est-ce que le bruit existe ou le bruit n'existe pas? Donc, ce que je veux dire, c'est que les sens, au sens le toucher, l'ouïe, la vue, sont des sens qui sont en fait un filtre. C'est un filtre d'appréciation, dans le fond. Le problème du filtre d'appréciation, c'est qu'il passe par notre cerveau et en même temps, il y a tout un tas d'influences intérieures à nous qui nous donnent une teinte, si vous voulez. C'est-à-dire l'expression de ce que nous comprenons prend une teinte. Voilà. Et donc la problématique de ça, c'est que il faut comprendre que il y a une horizontalité dans cette vision-là du monde, parce que le problème, c'est que si vous vous référez à ce que vous voyez, il est facile de vous leurrer. Et donc la limitation à l'abandon à nos sens, c'est qu'on ne traite pas suffisamment par l'esprit ce que nous voyons. Et donc c'est comme ça qu'on se fait leurrer. J'entends par là, si vos standards de la représentation du voleur sont quelqu'un encagoulé, qui sourit pas, etc. Bon, si je veux vous voler, comment je vais faire si je suis le diable? Bon, mais il est très simple, je vais prendre les standards de la confiance. Donc je vais prendre la douceur, je vais prendre le sourire, je vais prendre la tenue qui va avec. Voilà, donc mes sens vont me leurrer. Donc c'est là-dessus qu'il faut comprendre. Donc d'une part, comprendre que les sens vous amènent une information, mais que c'est pas parce que vous voyez, que vous sentez ou que vous croyez que c'est réel. Jusqu'à là, ça paraît être assez logique. Donc il faut que ça passe par le filtre de la rationalité et de la conscience, c'est-à-dire du discernement et de l'appris et de l'incertitude, pour pouvoir vraiment tirer une conclusion sur les informations d'apparence qui sont générées par les sens. Parce que derrière les sens, n'oubliez pas, il y a ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce que vous avez appris, c'est votre éducation, la société, vos dettes familiales, votre vécu, Émotion. vos émotions qui sont générées par tout ça, tout ce que je viens de dire. Donc, à partir de là, c'est là où c'est complexe. Voilà. Donc, il faut quitter un peu le monde des sens, observer, mais traiter surtout par la conscience et la raison ensuite les informations
d'apparence que vous avez récolté. C'est surtout ça qu'il faut, à mon avis, développer au maximum. Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais s'il y a d'autres complexités derrière, il n'y a pas de problème pour les aborder ensuite. Du coup, tu veux nous dire qu'en gros, en fait, c'est juste des outils pour récolter une masse d'informations que l'ensuite on va devoir traiter et mettre face à l'origine créatrice, quoi. Oui, tout à fait, parce que le problème, c'est que si pour l'instant, comme il y a les deux mondes, il y a le monde spirituel, et il y a le monde physique, en fait, hein, plan humain, plan spirituel, ce que j'appelle. Voilà, donc il y a les deux mondes à dissocier. Si tu ne considères que le monde horizontal, donc qui est le plan humain, ben, effectivement, tu vas te servir de ce qui te permet en fait d'interagir avec le monde matériel, qui est les cinq sens, grosso modo, voilà. Mais quand tu vas vouloir accès à l'autre plan, c'est-à-dire à des compréhensions plus profondes de la vie et de ces phénomènes, il va falloir que tu sortes un petit peu de ça, en fait, que tu les utilises différemment pour pouvoir accéder à d'autres informations. Et là, on rentre dans la réflexion, on rentre dans la, c'est pas parce que je vois quelque chose que c'est vrai, c'est pas parce que je vois quelque chose qui se répète deux fois que je dois en faire vérité. Et donc, on rentre dans des complexités plus profondes, voilà. Donc, donc, c'est une expérience qu'on cumule hein, par ses sens. Mais le problème, c'est que si on se limite à ça, ben en fait, on passe à côté de la vie, puisque factuellement, le monde quantique, hein, donc qui correspond au plan spirituel dans la mécanique de la vie, donc c'est-à-dire les choses de l'esprit, ben, en mécanique quantique, votre Wi-Fi, vous voyez pas l'information circuler, vous voyez le résultat de l'information qui a circulé. Voilà. Un satellite, c'est la même chose. Quand vous allez faire une IRM, vous voyez l'intérieur. Pourtant, il y a rien il y a pas quelque chose de visible ou de palpable qui est rentré à l'intérieur de vous. Donc, ça veut dire que l'information peut s'échanger sans se toucher. Et donc, c'est pour ça que si on s'arrête hein, au paradigme, en fait, des sens, eh bien, vous passez littéralement à côté de là où il circule le plus d'informations, c'est dans ce qu'on ne voit pas. D'où l'intérêt d'approfondir les conclusions, les apparences hein, et de revoir en fait notre modèle d'observation de la vie, quoi. Ok, donc du coup, tu m'invites à cette autre question. Faut-il, donc dans la continuité de ça, faut-il abandonner ou relativiser l'idée d'expérience ou encore mutualiser les expériences entre individus pour en extraire une forme de vérité ou d'enseignement commun? Alors, alors bien sûr qu'il y a il y a une partie, la répétition fait partie intégrante du cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui a fait science? Ben, on décrète qu'une chose est scientifiquement prouvée parce que l'expérience est répétitive. Donc, évidemment, pouvoir créer de la répétition dans ce qui se passe avec des éléments qui ont les mêmes origines et qui produisent les mêmes effets à la fin, c'est-à-dire l'expérience de la vie humaine, si on peut les échanger entre nous, évidemment, ça fait science un petit peu en tout cas. C'est un début de science. Donc, évidemment, c'est plutôt favorable. Le problème des fois, c'est que quand les observateurs sont tous les mêmes et sont pas forcément les plus avisés ou ceux qui ont le plus remis en question, ben forcément, tu arrives à un résultat qui est biaisé parce que c'est comme quand ils font un sondage à Paris ou qu'ils font le sondage pour le même sujet au fin fond de la Dordogne, j'en sais rien, ou au fin fond du Lot. Voilà, vous n'avez pas la même clientèle, hein, donc vous n'aurez pas le même résultat. Donc il faut aussi considérer ce paramètre-là, voilà. Parce que l'expérience, il faut voir qui sont les sujets de cette expérience. Donc ça clairement. Et la première partie de ta question, qui était, tu peux, si tu veux bien me la rappeler, ou en tout cas de ce que tu disais. Je disais, faut-il abandonner ou relativiser l'idée d'expérience ou encore mutualiser les expériences entre individus pour en extraire une forme de vérité ou d'enseignement commun? Donc mutualiser, comme j'ai dit, oui si on peut. Et après, abandonner la notion d'expérience, non. Oui et non. Le problème, c'est qu'on est outrancier par rapport à ça. Le problème de l'humain, si vous voulez, c'est qu'on est tellement outrancier qu'on veut notre quête de vérité, notre quête d'expérimentation, notre quête de recherche hein, est souvent corrélée à un processus un peu autodestructeur inconscient. Et donc, d'une certaine manière, notre autodestruction inconsciente intérieure, qui est notre diablotin intérieur, va sous couvert de vous faire croire que c'est par souci de découverte, de vérité ou d'élévation, il va vous faire aller dans toutes les passions et dans toutes les expérimentations, aussi douloureuses soient-elles. Voilà. Donc moi, je pense que c'est une grossière erreur. Expérimentation, oui, mais il faut pas le chercher de trop. Il faut essayer de se ménager, c'est très important. Et surtout, il y a un truc qui s'appelle la vie.
où en fait, il y a plein de gens que vous pouvez pas raisonner. Donc pourquoi voulez-vous aller vous emmerder à tester des trucs ou à expérimenter des trucs alors qu'il y a des gens qui ne réfléchissent à rien et qui le font pour vous? Euh, c'est un peu con, c'est un peu dommage en fait. Dans le monde de la sélection naturelle, si tu peux pas faire entendre à quelqu'un quoi que ce soit, laisse-le faire la connerie à ta place et regarde ce qui se passe. Moi, j'ai fait ça 50 fois dans ma vie. Tu leur dis, ils veulent pas entendre. Ben vas-y, je vais pas y aller pour toi, tu vois, puisque tu veux être de la chair à canon, qu'il en soit ainsi. Mais c'est comme ça que fonctionnent, il me semble, les meutes de loups. Les meutes de loups, je crois que c'est ça. Ils font passer les vieux d'abord. Il me semble, non? Ça vous parle pas? Il me semble que c'est comme ça que fonctionne une meute de loup. Bon, si j'ai dit Ouais. une grosse Non, connerie, mais vous je crois qu'il y a m'excuserez. un sens et je sais pas. Voilà. Et le sens, pourquoi les meutes de loups font passer les vieux en premier? Parce que normalement, dans la logique de la sélection naturelle et de la vie, vous faites passer la prise de risque, hein, et le danger, vous le faites d'abord passer à ceux qui ont la plus grosse quantité de vécu et qui ont le moins à apporter aujourd'hui à la communauté, ce qui n'est pas forcément le cas chez les humains, hein, sur lesquels il faudrait... parce qu'on a une conscience dont l'ancien peut vous amener de la connaissance que le jeune n'a pas, et donc des fois il vaudrait mieux protéger l'ancien. Donc ça peut être différent. Ne soyez pas, soyez pas trop simpliste. Voilà. Mais en tout cas, pour le cas des loups, ça veut dire qu'il y a il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence derrière le comportement. Et donc, c'est cette même intelligence que nous, on doit utiliser dans notre façon de voir et d'expérimenter la vie. Voilà, ne pas être niais dans notre approche pour justement avoir une conscience qui soit exacerbée, enfin pas exacerbée, mais forte et extrêmement judicieuse. Oui, alors pour le cas des loups, notamment, je veux pas dire de bêtises, il me semble que j'ai raison. Le mâle alpha, le loup alpha, est toujours le dernier. Mm. Parce que c'est celui justement qui a la capacité de prendre le recul pour voir arriver le plus Pour moi, c'est ça possible aussi, de hein. danger. Je vais pas préciser, mais c'est Je ça. crois qu'avant les vieux, il y a quand même un ou deux éclaireurs qui sont vraiment détachés de la meute, qui sont en avant pour voir si... Et après, effectivement, devant, t'as les loups les plus, entre guillemets, faibles physiquement. Après, tu as les femelles, les louveteaux, etc. Et derrière, je sais que tu as le mâle alpha. De la même façon aussi que tu as l'exemple, ben, par exemple, des zèbres ou des gnous qui traversent les rivières en Afrique. Il y en a un ou deux qui vont se faire bouffer par les crocodiles pour que tout le monde puisse passer. Tu vois, il y a toujours cette notion aussi voilà, de voir où De sont sacrifier positionnés, voilà. pour le bien commun, si on peut dire. Mais Voilà. souvent, ce- euh, que l'expérience, tu fais pas, tu vois, eux, ils font pas une expérience juste pour que t'aies un zèbre ou un gnou qui crève, qui se fasse bouffer par les crocodiles. L'expérience, c'est que derrière tout le troupeau puisse passer et arriver à le suivre de l'autre côté de la La rivière. prospérité commune, voilà. Donc, il y a une logique rationnelle à ce fonctionnement-là. Il faut pas être trop basique et se dire, ah oui, mais pourquoi ça serait l'autre? Ben, parce qu'en fait, il le veut bien, tout simplement, parce qu'il veut pas entendre un autre paradigme que le sien. Voilà. Donc, c'est mais c'est la logique naturelle, en fait, qui veut ça. Donc, c'est pour ça que si on peut expérimenter et éviter, justement, de comprendre par l'expérience des autres, hein, c'est pas lui qui vous relate, vous êtes observateur de ce qu'il produit. C'est pas lui qui vient vous ramener ce qui s'est passé, si vous voulez, vous voyez. Ou même s'il vous le ramène, ça reste un témoignage. Ça vous permet surtout de vous ménager et de pas vivre une vie de catastrophe, hein, et de trauma. Parce que si vous croyez ça, comprenez bien un truc, c'est que si moi je suis le diable, je vais vous avaler. Vous êtes vous êtes du petit lait, vous êtes du bétail. Si vous pensez qu'en fait, pour comprendre ça, je vais vous envoyer toutes les épreuves et tous les traumas possibles et inimaginables, en fait. Voilà. Si vous avez besoin de comprendre ce qu'est le deuil enfin, vivre le deuil pour savoir ce que c'est, si vous avez besoin de connaître des violences, de l'humiliation, de l'abandon, de la trahison, ah, mais juste votre vie, ça va être un florilège. Bon, l'avantage, c'est que vous pourrez écrire un livre et le vendre, ça va être bien. Ou peut-être qu'un réalisateur hollywoodien va adorer votre histoire, mais, euh, mais d'un point de vue de la vie, votre histoire, bah, c'est dommage, en fait. Vous avez choisi la difficulté inutile, hein, inutilement, en fait. Ça serait choisir la difficulté inutilement, voilà. Donc, servez-vous, à mon avis, autant que possible de l'expérience des autres. L'expérience ne vaut pas rien, mais, euh, mais là, mais en fait, on revient toujours aux mêmes histoires. Prudent comme, les évangiles vous disent, hein, soyez prudent comme le serpent et candide comme la colombe. Ça veut tout dire, en fait. Vous avez tout dans cette phrase. Ça veut dire que c'est un juste milieu. Il faut savoir expérimenter intelligemment, il faut savoir se ménager intelligemment. Voilà. Mais n'allez pas au casse-pipe inutilement sous prétexte je sais pas, de compréhension, d'élévation ou d'expérience perpétuelle. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça fait un parallèle avec ce que Léonard de Vinci disait. Il a beaucoup parlé sur l'expérience, justement, et en fait, la qualité de l'expérience, tu m'arrêtes si tu penses, si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est qu'elle met en, elle met en jeu la pratique.
en fait, parce qu'on a beaucoup de théories, beaucoup de pensées, etc. Mais à manger la pratique, donc m'est venue cette question à la suite de celle-ci, c'est quel est, à ton avis, le rôle et l'importance que joue l'expérience dans la transmission? Est-ce que c'est pas de la triche finalement que en fait de donner les bons tuyaux d'expérience à son prochain? Alors ça, j'ai abordé pas mal de fois. Alors le problème de ça, c'est qu'on a érigé. Alors aujourd'hui, on a érigé les études au rang absolu, c'est-à-dire que si quelqu'un a étudié et quelqu'un n'a pas étudié, on a érigé les études au rang le plus élevé. Parce que sous prétexte que le gars est expert, en fait, il faut rien dire. Voilà. Donc ça, c'est le monde post-républicain qui a créé ça. C'est le monde du livre, de l'instruction, mais de l'instruction à des fins de pouvoir. Parce qu'en vrai, je vous rappelle que tout sage dans l'histoire étaient des hommes d'immense incertitude, voilà. Et ériger l'expert, c'est l'inverse même de toute spiritualité, c'est l'inverse même de toute sagesse. Donc définitivement, c'est une erreur philosophique totale, voilà. Et donc ça, c'est juste parce que c'est à des services de pouvoir, à des fins de service de pouvoir, voilà. Donc ça c'est clair et net. Concernant et donc pardon parce qu'il me voit hésiter. Redis-moi Ouais, ce que tu concernant voulais. le rôle de la transmission, donc donner une expérience, est-ce que c'est pas en Donc fait ça, gâcher ce alors qui arrive, pardon, quoi? je le coupe Ouais, parce que ouais, vas-y. donc ça c'est par le livre. En fait, le problème de l'expérience aussi, c'est que on ne légitime aussi, au-delà du livre, que celui qui a expérimenté. On a ce deuxième parallèle, qui a encore une fois un fossé ridicule, un fossé absolu un peu ridicule, il n'y a que parce que tu l'as fait que tu sais. Euh, c'est lourd. Ah, c'est voilà, c'est parce que le problème c'est quoi? C'est qu'en fait pour être psychologue, il faut que j'ai tué des gens. En fait, alors non. Si je dois gérer un hôpital psy, il faut que je fasse quoi? Faut que je tue, faut que je viole, hein, faut que je tripote des gamins. Bon, si vous voulez, factuellement, c'est con, en fait. Factuellement, c'est quand même un non-sens. Alors, qu'on ne tombe pas dans l'illégitimité, parce que le problème, c'est que comme on n'a plus aucun équilibre, on est dans tous les extrêmes. Alors après, maintenant, il y a l'illégitimité de tous ceux qui parlent, sans non plus avoir réfléchi à quoi que ce soit, ni avoir cumulé de la connaissance ou de la masse d'informations sur le sujet. En fait, on est dans tous les excès. Parce que dans un sens, on est trop dans un, dans l'autre, on est trop dans l'autre. Parce qu'aussi, il y en a plein qui parlent aujourd'hui qui ont zéro légitimité à le faire. Voilà. À part parfois même des légitimités qui sont juste étatiques ou médiatiques, voilà. Alors qu'en fait, ils sont spécialistes de rien du tout. C'est comme les gens qui viennent vous expliquer la vie et qui ont passé des vies à vouloir avoir envie de mourir. Je comprends pas pourquoi on leur pose des questions. Parce que si vous voulez, ça, avoir envie de mourir, c'est à la portée de n'importe qui a pas réfléchi. Donc, Tu parles des philosophes là, enfin de certains de philosophes certains, en tout bah cas. oui, enfin, je trouve ça paradoxal. Je trouve ça paradoxal. Enfin, si demain t'es cancérologue, t'as jamais sauvé un patient, ça déconne. Je comprends pas, tu vois. T'es cancérologue, t'as jamais sauvé un patient. Qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Mm. Est-ce qu'on ferait pas plutôt venir un cancérologue qui a déjà sauvé des gens? Ça, enfin, je veux dire, le paradoxe, il est quand même notable, quoi. Donc on est dans cet excès de tous les sens et dans le non-sens. En fait, on est dans le non-sens le plus total systématiquement. Et donc l'expérience, donc pour moi, ne légitime pas tout. Voilà, parce que s'il faut que vous ayez un humain qui a fait toutes les erreurs du monde pour avoir le droit de parler des choses, eh ben, c'est bien malheureux en fait. C'est bien malheureux. Il y a un moment donné où il faut savoir justement doser, il faut savoir faire usage de raison pour savoir à quel moment je dois me mettre en avant, quel moment je dois me mettre en retrait, quel moment je me mets dans un rapport d'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait on partage et qu'on mutualise la connaissance et qu'on peut aller plus loin. Il ne faut pas tomber dans la maladie mentale de oui, j'ai vécu donc je sais, oui, j'ai lu donc je sais. Ça, c'est vraiment ça, non. Et en même temps, je sais rien permet aussi de tout remettre en question. Voilà. Bon, on pourrait en parler plus longuement, mais et donc là où vous voulez en venir, Jeff, parce que j'ai pas répondu à sa question, c'est que j'étais obligé de faire cette introduction pour pas tomber dans la religiosité du truc, c'est que l'expérimentation, c'est ne pas non plus, c'est pas parce que vous n'avez pas expérimenté que vous n'êtes pas légitime à recevoir aussi de la connaissance. Parce que dans cette équation-là, moi, elle est indissociable de l'origine créatrice, c'est-à-dire que si vous comprenez quelque chose, c'est parce que l'origine créatrice le veut bien. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'à 5 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne serez pas Mozart, vous ne serez pas jouer du piano comme lui. Donc, il y a un moment donné, c'est qu'il y a une information qui vient de quelque part. Et donc, elle a été validée. Et donc, toute la vie s'inscrit là-dessus.
Donc, si vous percevez de l'information, tant mieux. Si vous allez beaucoup plus vite que les autres parce que vous comprenez mieux, tant mieux pour vous. Ben maintenant, votre petit diable, par où il va passer? Ben, par votre ego, par le sachant, par la certitude. Voilà. Donc, tout cadeau peut être empoisonné. Donc, pas besoin de prendre des conclusions hâtives en vous disant que oui, vous avez de la chance ou oui, vous êtes supérieur aux autres. En fait, toute lumière hein, a son lot d'obscurité. Donc, méfiance, restons humbles. Tant mieux si vous comprenez. Et peut-être qu'en fait, vous faites, ça sera le lion et le rat. Vous pensez être le roi des animaux. Vous pensez être le roi des animaux. Vous pensez en fait qu'il ne peut rien vous arriver parce que vous dominez la savane. Et puis un jour, vous tombez dans les filets et c'est le rat qui vous met dehors. Donc, il vaut mieux, est-ce que c'est le lion ou est-ce que c'est le rat? Eh ben, ça veut dire que la vie est un savant mélange de plein de choses où chacun a peut-être un rôle à jouer qui est un peu plus grand que ce que les humains imaginent et que les conclusions hâtives sont une maladie d'un monde déstructuré, quoi. Ok, très bien. Bon, je vais te poser une question à laquelle tu as partiellement répondu, mais peut-être que tu peux la compléter du coup. Vas-y. Si si tout est probabiliste et sujet à des variations, peut-on dire que la vérité est essentiellement une question de nuance? La vérité est une question de nuance. Moi, je crois pas. Alors oui, la vérité est nuancée parce que nous sommes des êtres très binaires, donc la vérité à ce titre va être nuancée en apparence, bien sûr. Mais comme je dis, pour moi, il y a une vérité sur le plan d'incarnation, c'est-à-dire pour celle qui nous concerne, c'est une vérité de probabilité. C'est ce que j'aime dire. C'est-à-dire que plus vous maîtriserez, plus vous serez neutre, vous, émotionnellement, plus vous connaîtrez de sujets, plus vous ferez euh, plus vous ferez correspondre l'ensemble des choses que vous avez traitées comme étant un grand ensemble qui se répond. Voilà, un peu comme des circuits électriques ou un réseau électrique d'une maison. Voilà, si vous enlevez un interrupteur, il n'y a rien qui s'éclaire. Donc ça veut dire que les choses doivent être interconnectées. Plus en fait vous allez avoir une capacité de probabiliser, c'est-à-dire de faire correspondre tout ça, ce qui va tendre à ce que l'ensemble de votre circuit électrique soit fonctionnel. Parce que si vous mettez des coups de hache, hein, c'est comme si vous voulez. Alors les fils de votre maison sont tous apparents, d'accord? Les fils de la maison qui sont apparents. Il y a des lumières, il y a des prises électriques, il y a des interrupteurs, d'accord? Si maintenant quelqu'un est venu et a foutu des coups de hache hein, à plein d'endroits dans vos circuits électriques, bon, mais votre circuit électrique, il est pas du tout, il remplit pas du tout sa fonction. Il est pas capable de se faire correspondre. Donc en fait, il y a plus rien il y a plus rien qui est fonctionnel. En fait, vous n'avez que des bouts de circuits électriques qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres. Voilà. Et donc à partir de là, vous ne pouvez pas faire correspondre tout ça. Et ça, c'est désolant. Donc le but, si vous voulez, c'est d'essayer de faire correspondre cette espèce d'ensemble et il doit donner en fait un sens pour que les choses aient un intérêt à être comprises, quoi, si vous voulez. Euh, J'ai fait un peu raccourci, mais Moi, ouais, je voulais du coup intervenir sur un truc. Est-ce que justement la complexité de la condition humaine, ça vient pas du fait qu'on est dans un monde très binaire et qu'à contrario, l'homme, l'humain est plus grand nuancier qui soit sur cette terre. 100%. Voilà, dans la nature, c'est très binaire, c'est où tu survis ou t'es bouffé. Tu vois, il y a quelque chose de très cru et de très brut. Et j'ai l'impression que même plus la société est occidentalisée, plus le nuancier est grand et en même temps inutile, tu vois ce que je veux te dire? C'est que des fois, on essaye de choisir, de chercher de quelle couleur on va peindre le mur avant de penser à construire le mur. Je dirais, en fait, pour conclure un peu, c'est que la vérité est un ensemble vous trouverez la vérité dans un ensemble de choses extrêmement nuancées, en fait. Voilà, vous aurez une chance de trouver la vérité dans un ensemble de choses extrêmement nuancées. Mais la vérité, elle n'est pas nuancée, c'est-à-dire la conclusion n'est pas d'elle-même forcément nuancée, parce qu'en fait, elle est l'essence de plein d'autres choses. C'est-à-dire que une bonne recette, c'est peut-être une recette où il y aurait, d'accord, la chimie parfaite de quelque chose. Peut-être vous pouvez vous dire qu'il faut 30 ingrédients, d'accord, alors que la plupart des gens fonctionnent avec 2 ingrédients. Donc en fait, la chimie parfaite, elle en comporte peut-être 30. Donc vous allez partir du principe que votre plat est extrêmement nuancé, parce qu'il allie plein d'aliments et de saveurs différentes pour arriver vraiment au meilleur de quelque chose. Mais au bout d'un moment, si votre plat est la réalité, bah, en fait, c'est le plat qu'on juge, c'est plus tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que la vérité s'inscrit comme une unité et pas comme une division qui est à l'intérieur de cette même unité. Je sais pas si tu voyez ce que je veux dire. C'est qu'à la fin, vous servez un rougail saucisse. Ah ouais, je sais rien, moi. Vous servez, j'y connais rien en bouche, je suis mauvais. Peut-être Mika, un plat un peu, hein, plus Mika.
paella, déjà. Voilà, Paella, ben une paella. Voilà, ouais. une paella, ben voilà, une paella, par exemple, voilà. Donc le problème, c'est que l'humain, il vous dit, ouais, moi j'ai vu du riz et de la viande. Voilà. En fait, non, quelqu'un qui fait une belle paella, il y a peut-être 30 ingrédients. Chaque ingrédient est sous-sélectionné dans une zone géographique peut-être de son pays pour qu'il trouve les meilleurs. Peut-être qu'en fait, il y a des tours de main en termes de temps de cuisson, la façon de cuire. Est-ce que s'il choisit du gaz, du bois? Est-ce qu'il en prend de la veille? Est-ce qu'il en prend d'aujourd'hui? Donc à la fin, à une vérité qui est cette paella élue meilleure paella du monde, donc c'est comme si c'était la vérité en cette paella, et bien en fait derrière il y a 1000 choses à maîtriser pour en arriver là. Et la vie, c'est un peu la même chose, et la vérité, c'est un peu la même chose. C'est que pour arriver à quelque chose qui est probablement la vérité, même si elle ne peut jamais être absolue parce qu'elle est fonction de l'observateur, ben, le problème, c'est que derrière, il y a peut-être 100, 500, 1000 choses à maîtriser pour pouvoir en arriver à cette vérité-là, qui est juste la plus probable et qui ne veut pas dire qu'elle est vérité pour autant. Et en plus, alors là, c'est une opinion personnelle, mais je trouve que plus le temps passe, plus on avance dans notre société, moins on met de nuances là où il devrait y en avoir, et plus on s'attache à mettre des nuances là où justement on ne devrait pas en mettre. Comment dire, à part évidemment, mais 100%, 100%, mais parce que ça s'inscrit dans la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes rentré dans la société de la planche à billets. La société de la planche à billets, c'est une société où il faut que les choses soient finies avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans quelque chose qui doit être rentable et remboursable à l'échelle de un tiers d'une vie. Voilà, c'est un 20 ans de crédit. Dans les 20 ans, il faut que ce soit remboursé. Bon, les plus grands bâtiments de l'histoire de l'humanité qui ont été faits, ils n'ont pas été érigés en 10, 5 ou 20 ans, si vous voulez. Ils ont été érigés sur des décennies, ils ont été érigés sur des siècles. Les gens ne se sont pas posé la question du combien de temps ils allaient les mettre. En fait, ils étaient là pour remplir une tâche, y mettre tout leur amour dedans, et le temps ne faisait pas partie intégrante de l'équation. Le but, c'était simplement de s'y consacrer pleinement à l'élévation et à ériger ce qui devait être fait. Voilà. Et donc ça, c'est le monde de la dette, hein, la psychologie de la planche à billets, de la rentabilité, voilà, qui fait que nous sommes rentrés dans cette dynamique où tout le temps les choses doivent être orchestrées dans un timing donné qui est particulier, quoi, voilà. Et c'était quoi exactement ce que tu as dit? Pourquoi j'ai dit ça? Je Je suis t'ai dit désolé, à parce que... propos des nuances que justement on a eu Ouais. tendance à ne pas nuancer ce qui doit être nuancé et trop nuancer ce qui doit ne pas l'être ou l'être peu. En d'autres termes, c'est la société du raccourci, si vous voulez. Voilà, pour moi, c'est ce qui doit être dit, c'est ça, c'est que c'est la société du raccourci. Donc l'avantage, c'est que quand vous êtes dans le raccourci, eh ben, ça vous permet de ne pas avoir à vous justifier, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet d'épouser une vérité qui arrange peut-être les gens qui elles profitent très rapidement, parce que du moment que vous êtes dans la binarité, il suffit que vous opposiez, comment vous dire, le champ lexical du bien. Là, aujourd'hui, c'est ça, en fait. Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez dans la case du bien. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. Donc, on a défini médiatiquement, et avec Hollywood et, euh, et par l'éducation ce qu'est le bien. Le bien est un absolu sur lequel personne ne peut revenir parce qu'il a été greffé dans les cervelles grâce aux médias de masse notamment, et par la radio et les médias et tout. Et donc maintenant, on ne peut plus revenir là-dessus. C'est un absolu sur lequel on ne peut dire le contraire. Et si on dit le contraire, c'est qu'on est des opposants au bien. Donc on est des méchants. Voilà, et tout s'inscrit dans cette dynamique qui permet de prendre raccourci et de surtout de ne pas écouter les arguments parce que évidemment, quand la vérité fait masse, et si vous voulez, vous y opposez, demande un volume d'informations, de connaissances et de lutte contre l'idéologie dominante qui est astronomique, quoi. C'est très, ça me fait beaucoup rire ce que tu dis à propos du champ lexical du bien qu'on a rangé à toutes les sauces. Pour regarder aujourd'hui, une boîte qui ferme 3 usines et qui vire 500 personnes, elle fait un plan de sauvegarde d'emploi. Voilà, le langage au Vous allez faire, service des vous allez puissants. faire, vous envoyer des troupes dans un pays pour faire vous faites pas de la guerre, vous faites du maintien de la paix. À partir de là, et personne ne peut rien vous dire parce que du coup, vous avez employé un champ lexical du bien. Vous Exactement. faites de la sauvegarde d'emploi alors que vous venez de virer 600 personnes. Voilà, donc tout est inscrit dans cette dynamique et donc je pense que c'est vrai que le monde est devenu binaire et qu'il arrange bien un monde qui doit aller très vite et un monde dont on ne voudra pas lâcher le pouvoir comme ça. Et finalement, enfin pour conclure sur cette question, j'ai l'impression que du coup, on a parlé de binarité. Tu vois, quand tu rentres dans une église ou une cathédrale, tu as les carreaux blancs et les carreaux noirs. Donc tu as les deux principes de cette dualité. Et en fait, est-ce que l'objectif de l'homme, finalement, c'est pas de tout unir
pour faire comme ce que Dieu est. Généralement, en tout cas chez les chrétiens, c'est trois parties qui ne font qu'un, en fait. Est-ce que l'homme ne doit pas savoir gérer deux principes, dual ou pas d'ailleurs, pour en fait incarner le père et la mère, incarner vraiment. Incarner l'équilibre, en fait, tout simplement. Mais le pire, c'est que c'est ça qui est marrant, moi. En mécanique de la vie, on essaie de vulgariser. Quand vous pensez que l'atome, qui est le constituant de tout ce qui nous entoure et de nous-mêmes, il doit avoir autant de protons et d'électrons, c'est-à-dire autant de charges positives que de charges négatives, normalement, ça devrait se passer de commentaires si tu es capable de transposer le truc. En vrai, c'est incroyable que tout ce qui constitue ce qui nous entoure soit déjà par essence équilibré. Et que si on détruit un atome, ça se passe pas très bien, en fait. Voilà. Donc si même l'atome vient t'expliquer ça, ton circuit électrique à ta maison, si t'as pas un équilibre du circuit électrique avec ton plus ton moins, c'est pareil. Comme j'aime le dire avec la météo, le soleil et la pluie. Mais en fait, tout pète, hein. Donc, il est clair qu'en fait, c'est une unité. C'est la réconciliation. En fait, la réconciliation a toujours été, mais nous, on est sur Terre. Il y a toujours eu conciliation, et nous, humains, nous devons réconcilier deux opposés, qui en fait ne font qu'un, au service d'une neutralité qui est l'équilibre absolu de la prospérité et de l'élévation. Voilà. Si je devais, bon, c'est à la limite de la poésie, là, mais, mais en fait, oui, tout à fait. C'est deux extrêmes que tu as compris, parce que tu sais qu'en fait, l'un et l'autre produisent la destruction. Alors qu'en fait, la rencontre des deux permet la prospérité, et donc c'est ce à quoi nous devons nous atteler. Mais le problème, c'est que dans le noir, il y a plein de choses à comprendre, dans le blanc, il y a plein de choses à comprendre, et quand tu as compris, ou que tu as essayé en tout cas d'en joindre les deux, en fait, de rejoindre les deux, eh ben, tu as t'as la lumière en fait qui jaillit de cet équilibre encore. Donc en fait, être à l'image de Dieu, c'est ça finalement. Ben, comme seul le être est positif, puisque c'est le seul qui permet la prospérité, et pour moi, je considère que c'est la fréquence de Dieu, c'est la fréquence neutre, Ok. clairement. Puisque si tu as trop de plus, ben, t'es plus en fréquence neutre, donc t'es à destruction, donc ce n'est plus Dieu, puisque la vie est prospère, puisqu'elle est cyclique. Sinon, ça voudrait dire que chaque jour, eh ben, les paramètres changent. Donc demain, le soleil ne se lèvera pas. Et comme il se lève, ben, ça veut dire que Dieu a créé un monde suffisamment équilibré pour qu'il permette la vie et l'expérimentation et la continuité de la compréhension et de l'expérimentation humaine, quoi, voilà. Super. Ben, je crois qu'on en a fini là. Parfait. Les amis, merci de nous avoir suivis. Pensez à soutenir Mécanique de la vie, likez, commentez, partagez. Vous nous retrouvez sur les différentes plateformes de podcast, sur YouTube normalement. Les lives sont sur YouTube aussi. Au quotidien sur Mécanique de la vie, tout court, donc sur Instagram. Et je remercie une fois de plus parce qu'aujourd'hui on est au complet. Ça fait plaisir avec Clément, Mika et Jeff. Pour moi, c'est vraiment sympa. Je les remercie parce que c'est encore plus rigolo, c'est encore plus dynamique, hein. On ne sait pas si vous aimerez, mais bon, en tout cas, nous, on aime, c'est tout ce qui compte, parce on est des radins. Et voilà, bon, allez, amusez-vous bien, les amis. Merci de nous suivre, et à très bientôt sur la mécanique de la vie.